Donc, vous devriez voir mon écran, c'est toujours le cas? Oui, Parfait. On n'attendra pas les retardataires, on va commencer. Fait que, mon nom est Patrick Sirois. Est-ce que vous me voyez aussi ou pas du tout? oui, on te voit. OK, parfait. Fait que, mon nom est Patrick Sirois, je suis de l'entreprise Triode. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans le domaine, entre autres, le marché de la défense, mais je vous explique en une slide qu'est-ce qu'on fait tantôt. Fait que c'est la deuxième fois qu'avec avec la SVA et avec d'autres partenaires locaux, on donne cette formation-là. L'objectif de la formation, c'est de vous sensibiliser, de vous allumer peut-être sur ce marché-là qui est un peu méconnu au Québec. Vous allez voir pourquoi là, dans quelques minutes. Euh, Fait que c'est vraiment de vous allumer sur ce marché-là, puis du potentiel qu'il peut y avoir pour votre PME. Juxtaposé aux 4 formations dans les 4 prochaines semaines, il y a aussi de l'accompagnement individuel. Donc, chaque entreprise, on peut faire un accompagnement. Il y a des entreprises qui ont participé l'année dernière ou il y a 2 ans que j'ai recroisé dans des événements. Puis là, ils commençaient à faire des propositions de services pour justement leur service, leur solution ou tout simplement leur capacité. Donc, ils commençaient à soumissionner sur des projets. Fait que ça, c'est le fun de voir ça. Euh, donc, il y a un super potentiel, dépendant de l'effort que vous voulez mettre et dépendant aussi du marché dans lequel vous êtes, bien sûr. Euh, Vincent, est-ce qu'il y avait quelque chose à mentionner avant de débuter ou on commence dans le vif du Non, sujet? pas vraiment, Patrick. Juste dire bonjour à tout le monde. Là, je pense que c'est pour les autres qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Vincent. Je suis chargé de projet pour la SVA. Je suis bien content de voir la réponse. On a fait une cohorte 1, je ne me rappelle plus de la date exactement, avec Patrick, qui avait été très apprécié de nos membres. Donc, je suis sûr que pour tout le monde qui est présent aujourd'hui, là, je suis sûr que la formation, vous allez trouver ça très intéressant et peut-être prometteur là, pour vos entreprises. Donc, je laisse la parole, Patrick, puis bonne formation à tout le monde. Fait, fait que chez Triode, puis là, n'importe quand dans la formation, je veux pas que ça soit un monologue. Fait que n'importe quand dans la formation, vous m'arrêtez, vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun problème. Le seul point, c'est que si c'est très, très, très personnalisé à votre entreprise, votre question, je vais peut-être y répondre rapidement, mais on peut y revenir en dehors de la formation sans problème dans les heures d'accompagnement. Si c'est une question qui est générique, qui peut profiter à tout le monde, n'inquiétez-vous pas, je vais prendre le temps qu'il faut pour répondre. L'objectif, c'est que dans ces 4 heures de formation-là, qui vont durer à peu près 45-50 minutes, puis avec des questions à la fin, il faut que ça soit utile pour vous. Il ne faut pas que ce soit un monologue, il faut vraiment que ça soit utile pour vous. Fait qu'il faut que vous sachiez comment vous aligner si, après ces 4 heures-là, après ces 4 semaines de formation-là, est-ce que le marché de la défense est pertinent pour votre entreprise ou pas, puis comment l'attaquer sur ce marché-là. C'est ça notre objectif ultime. Donc, arrêtez-moi. Et si vous m'arrêtez, ben, juste à lever la main avec le système ou à carrément vous démuter puis poser une question. Hey Patrick, j'aurais une petite question là-dessus ou peux-tu clarifier tel point? Ça va me faire plaisir. J'aime mieux quand il y a des échanges que quand c'est juste un monologue. Donc, Triode, on a été fondé en 2002. On se spécialise en gestion de projet puis en développement de produits. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que on aide nos clients qui ont des produits propriétaires à choisir le bon produit à développer. Puis, dans le deuxième cas, on les aide à bien les développer, ces produits-là. La plupart des entreprises avec qui on travaille ont des produits de niche ou des services de niche. On a plusieurs centaines de projets de livrés. Les entreprises avec qui on travaille beaucoup, des PME de façon plus ponctuelle. Mais beaucoup, nos gros clients, c'est le groupe Volvo, ABB dans le domaine de la défense, Olympus, Julien à Québec. Donc, ce genre d'entreprise-là, là, c'est des entreprises qui sont Rotobec, que vous connaissez peut-être, c'est le genre d'entreprise avec qui on travaille beaucoup. Euh, les expériences ou l'expérience qu'on a dans le marché de la défense, ça fait depuis 2007-2008 qu'on travaille dans le marché de la défense. Dans les premiers projets, c'était ce genre de projet-là où est-ce qu'on prend des vieux produits que le client a, le client étant la Défense nationale, et puis on aide notre client qui était Wajax à ce moment-là au Détroit Diesel, peut-être que vous vous en souvenez, Détroit Diesel qui était un gros garage dans le fond, mais prenait ces vieux camions-là des années 80, puis il faisait un programme qu'on appelle Life Extension.
Fait qu'il leur donnait un 5-10 ans de vie à ces produits-là. Puis ça, c'est courant dans la défense. Pour les bateaux, pour les tanks, il y a des projets qui s'en viennent avec des tanks où est-ce qu'ils veulent augmenter la durée de vie des Léopards 2 pour plusieurs années. Donc là-dedans, il y a besoin de pièces usinées, il y a besoin de pièces qui peuvent être désuètes parce que ça fait 20 ans que le manufacturier ne les fabrique plus, puis il faut reprendre une vieille pièce, faire de la rétro-ingénierie, puis soudainement y redonner une vie, dans le fond. Donc, il y a plein d'opportunités comme ça. Il ne faut pas juste voir des opportunités comme étant produit flambant neuf, un nouveau produit que l'armée achète. Il y a un paquet d'opportunités dans l'armée. C'est un mini-gouvernement en soi. Donc, on a travaillé aussi avec des projets de déminage où est-ce que c'était des sites comme le lac Saint-Pierre qui a été utilisé à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre de Corée comme champ de pratique pour la défense, donc la défense aérienne. Donc, c'était tout le volet gestion de projet, la gestion de projet et je dirais que le volet rendre des comptes, surtout quand on travaille directement avec la défense, c'est super important. Quand on travaille avec des donneurs d'ordre, parce qu'il y a plusieurs façons de travailler sur des projets de la défense, on va en parler tout le long des 4 prochaines semaines. Fait que vous pouvez être un vendeur directement qui vendait à la défense directement au gouvernement canadien, mais vous pouvez aussi vendre à des tiers comme des PME ou des entreprises qui ont des projets avec la défense directe. Et puis vous êtes comme n'importe quel, c'est un projet avec la défense, mais c'est un projet commercial avec comme n'importe quel autre projet commercial ou client commercial que vous avez. On a un bon client aussi à Québec qui s'appelle Telops, qui fabrique des caméras spectrales, hyperspectrales pour détecter des gaz à grande distance. Donc, c'est un de nos clients avec qui on travaille beaucoup. Des projets pour remettre à neuf les génératrices de brise-glace ici à Québec. Et plus récemment, des projets avec Groupe Océan avec qui on travaille présentement. Ils ont 4 bateaux comme ça à fournir à la Marine royale canadienne. Fait que oui, la coque, etc., c'est des produits de niche pour eux, mais il y a un paquet de gardes, d'escaliers, de rangements, d'établis là-dedans, de systèmes de rangement, etc., qu'ils ont besoin que n'importe quelle entreprise manufacturière peut soumissionner. Fait qu'il y a des mâts, etc. C'est tous des équipements qui peuvent être fabriqués localement puis qui devraient être fabriqués localement. Et un projet qui on va servir d'étude de cas tantôt, là, un projet avec Mac Défense ou Prévost le plus localement. Je passe rapidement là-dessus, mais les objectifs d'apprentissage, c'est vraiment que vous sachiez à la fin de ces 4 semaines-là si, le marché de la défense est pour vous ou pas, s'il y a un potentiel pour vous, puis que vous sachiez comment l'attaquer, ce marché-là, par quel bout l'attaquer, parce que contrairement à un marché plus traditionnel, c'est pas aussi facile à attaquer, mais c'est vraiment intéressant une fois qu'on est connu dans le marché parce que c'est un marché où est-ce que lequel il y a une bonne prévision. On est capable de voir à l'avance les projets qui s'en viennent. Fait qu'on va vous parler aujourd'hui un peu des tendances du processus d'achat. Ça va être un petit peu plus théorique aujourd'hui. Processus d'achat puis retombées industrielles et technologiques, ça va être un petit peu plus de théorie, mais il faut le connaître, il faut savoir de quoi on parle parce que je vous dirais que si vous ne savez pas comment fonctionnent les achats, on ne peut pas aller directement à juste à cogner à la porte de Groupe Océan puis dire hey, je veux fournir des projets de la défense. C'est un petit peu plus complexe que ça. Ou directement à l'armée, parce que ce n'est pas l'armée qui achète, vous allez voir pourquoi. Puis les retombées industrielles et technologiques, c'est votre clé pour pouvoir rentrer dans des projets de la défense. Si vous connaissez ce langage-là, si vous connaissez c'est quoi une valeur, une proposition de valeur, si vous connaissez c'est quoi du contenu canadien, etc., vous allez avoir bien meilleures chances de rentrer dans des entreprises pour leur fournir vos produits, vos services. Là, on ira dans le détail de chacun d'entre vous dans les accompagnements personnalisés. Là, on pourra voir vraiment les éléments principaux ou les éléments particuliers de votre entreprise puis votre service, etc., etc. Fait 4 heures de formation sur 4 semaines. Aujourd'hui, on va principalement parler de ça ici. Oups, désolé.
Aujourd'hui, on va principalement parler de ça ici, c'est-à-dire le marché comme tel, de façon très macro. La semaine prochaine, on va parler des requis puis des opportunités, comment aller voir les requis, comment aller voir les opportunités. Dans 2 semaines, ça va être beaucoup plus, OK, comment je fais pour prospecter ce marché-là. Puis la dernière formation, c'est vraiment parler des opportunités qui se présentent, une fois qu'on a identifié des opportunités, c'est quoi le langage à utiliser, puis etc., etc. Fait que les tendances. Première des choses, vous allez remarquer, le Canada est divisé en 4 grandes régions. Je ne suis pas un cours de géographie, là, mais c'est super important dans le marché de la défense parce que la plupart des projets doivent avoir un impact dans les 4 grandes régions. Il n'y a pas de chiffre associé aux régions, là, c'est juste pour vous les highlighter, là, mais la région de l'Ouest, c'est vraiment tout l'Ouest canadien. Il y a un paquet de. Il y a plus qu'une province là-dedans. Puis pourquoi? C'est parce que, euh, dans le fond, ils ont essayé de diviser les marchés à peu près égal en termes de taille de marché, en termes de grosseur d'entreprise, puis en termes de population, même si ce n'est pas tout à fait égal, vous allez voir. Mais ça vous donne une idée. Puis, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'un projet, puis on va reparler des ITB tantôt, des retombées industrielles et technologiques, mais un projet qui serait vendu à un donneur d'ordre qui est dans l'Ouest canadien va devoir trouver du contenu dans les autres provinces ou dans les autres régions du Canada pour pouvoir, dans certains cas, se qualifier, puis dans d'autres cas, pour pouvoir gagner le projet. On parle de projets majeurs, 20-25 millions et plus. Ils vont devoir avoir un retour ou un impact économique positif partout au Canada. Donc, quand, par exemple, Irving gagne des projets à Halifax, ben, Irving va aussi rechercher des fournisseurs québécois, des fournisseurs ontariens, puis des fournisseurs de l'Ouest canadien. Je vous donne un exemple. Seaspan est à Vancouver. Seaspan, il y a 3 gros chantiers maritimes au Canada. Il y en a 2 qui sont approuvés, c'est-à-dire Irving puis Seaspan. Puis d'ici un an et demi, la Davie à Lévis devrait être approuvée pour la stratégie maritime canadienne. Parce que les 2 autres chantiers sont occupés pour les 10-15 prochaines années. Fait que Seaspan a ramassé un projet il y a quelques années pour la garde côtière. Ben, il travaille avec une entreprise du coin de Thunder Bay, puis là, ma géographie n'est pas 100% parfaite, là, mais du coin de Thunder Bay en Ontario pour fabriquer des morceaux de barge, des morceaux qui envoient carrément à Vancouver par train pour l'assemblage final. Fait que pourquoi? Ben, pour pouvoir rencontrer les retombées industrielles et technologiques. Fait que ça, c'est une des clés qu'on va parler tout le long des 4 semaines. Je vais être tannant avec ça, mais c'est une des clés pour vous pour attaquer le marché, c'est de bien reconnaître ce genre de projet-là. Puis à contrario, un projet qui a donné à une entreprise, à un donneur d'ordre du Québec, ben probablement que c'est une moins grande opportunité pour vous que ce serait dans le marché commercial normal. C'est une moins grande opportunité. Pourquoi? Parce que le contenu de la région du Québec est déjà donné ou est déjà pris en compte. Fait qu'il il faut que cette entreprise-là pense à une autre région. Donc, la répartition du marché, ben, c'est à peu près égal. 40%, presque 40% en Ontario, puis 30% au Québec. Les 2 autres régions, l'Est et l'Ouest, se partagent un 15-20%. Les munitions, c'est beaucoup l'ancien SNC-Lavalin, c'est General Dynamics OTB de mémoire. Les capteurs aériens, contrôle de tir, puis les contre-mesures, c'est ABB à Québec, entre autres, et d'autres entreprises. Et puis, les systèmes de simulation d'aéronefs, ben, vous pouvez imaginer que c'est beaucoup CAE, mais il y a d'autres entreprises aussi qui sont impliquées, mais ça vous donne une idée du type d'entreprise. Il y a d'autres. On ne parle pas de Rheinmetall, mais Rheinmetall est à Saint-Jean-sur-Richelieu, très bien positionné pour obtenir des projets dans un avenir rapproché. Il y a General Dynamics qui est pas General Dynamics qui est dans le coin de Lachenay.
dans l'est de Montréal, puis dans le coin de Vaudreuil, Dorion, Valleyfield, en fait, dans l'ouest de Montréal. Ici, à Québec, il y a Mac Défense qui est installé avec une toute petite unité de service. Il y a Groupe Océan, et puis qui est à l'île aux Coudes et à Québec. Et puis à Gaspé, il y a le chantier maritime Forillon qui fait présentement des bateaux pour la garde côtière. Donc, il y a un paquet d'entreprises au Québec qui font déjà dans le domaine de la défense. Et c'est à vous d'être au fait de ces entreprises-là, puis de les approcher quand le timing est bon. Ensuite, en termes, ça je vais passer rapidement, là, les parts de marché, c'est-à-dire que les PME, les entreprises comme les nôtres, à peu près 250 employés et moins, 24 à peu près des ventes, 30 des emplois, fait qu'il y a 17 d'exportation, fait que quand on commence à faire des projets avec la défense, la première étape, c'est de travailler avec des entreprises, je vais dire locales. Locales, ça veut dire canadiennes. Mais rapidement, ça peut nous amener vers l'exportation. Fait que ça peut être un chemin vers l'exportation si on a ce qu'il faut. Fait que ça c'est à considérer. Puis en termes d'emploi, le secteur de la défense se sépare en trois grandes catégories. Le terrestre, qui sont les tanks, tous les soldats, l'armée de terre, dans le fond, là, tout ce que les soldats peuvent avoir besoin, des camps, etc., des camions. Le maritime, qui est principalement des bateaux, puis l'aérien, qui est très, très faible au Québec, l'aérien défense, parce qu'il y a à peu près juste Bagotville dans votre coin qui est vraiment intéressant. Parce qu'ils font de la simulation là-bas, parce qu'il y a des nouveaux avions qui arrivent, ça va créer des belles opportunités si vous êtes dans la technologie du génie civil, du bâtiment, de l'entretien, mécano-soudé, etc. Ça, il va y avoir des belles opportunités à Bagotville dans les prochaines années là-dessus. Mais surtout que l'aérien, c'est beaucoup l'achat d'avions, puis l'entretien d'avions, puis la formation des équipes, donc des équipes de vol. Donc, il y a un peu moins d'opportunités pour les PME dans ce contexte-là. Ce qu'on trouve vraiment intéressant du marché de la défense, c'est que vous pouvez l'imaginer, là, et vous le voyez bien, le marché de la défense, c'est un marché en croissance, c'est un marché prévisible. Non seulement c'est prévisible parce qu'on sait les dépenses qu'il va y avoir, mais on connaît les projets qui s'en viennent, puis la technologie dans les projets ou les détails dans les projets est aussi annoncée parce que c'est des projets publics. Donc, vous avez toutes les cartes en main avant de commencer pour faire votre développement des affaires. Vous savez quel genre de projet s'en vient, à quelle date, en termes de mois ou d'années, le projet va être donné en appel d'offres ou va aller en appel d'offres. Vous savez à peu près quels joueurs, vous pouvez savoir à peu près quels joueurs vont se positionner pour ça. Il y a un paquet d'avantages à ce marché-là, contrairement à du marché commercial normal, B2B, qu'on ne connaît pas exactement qui fait quoi à part de décrocher le téléphone. Il y a un paquet de recherches, il y a un paquet de développement d'affaires qu'on peut faire avec le marché de la défense sans même quitter son bureau, juste devant l'écran d'ordinateur, à savoir à chercher les bons sites web. Puis il n'y a pas d'indication à court terme qui nous donne une idée que le marché va avoir une contraction budgétaire ou quoi que ce soit. Présentement, il n'y a aucune indication. Il y avait un ralentissement à cause des élections parce qu'on a vu des projets qui devaient aller en soumission mais qui ont été retardés. Mais pour l'instant, il n'y a aucune indication que le marché va réduire ou va descendre ou que les investissements ne se feront pas. Puis la stratégie actuelle de la défense, c'est une stratégie de 2017 à 2027. Fait qu'on est en plein dedans pour les prochaines années. Ou est-ce que pour encore les 5 prochaines années, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de projets de contrats qui vont se donner dans les prochaines années? Ça va jusqu'à maintenant? Besoin d'une question, clarification, quoi que ce soit? C'est bon. Merci. Merci, Steve. J'ai vu des hochements de la tête aussi, fait que c'est parfait. Fait qu'on continue. Donc, il faut juste que je revienne à mes slides quand je fais. Donc, le plan d'investissement, je n'ai pas trouvé quelque chose de plus à jour que ça. Malheureusement, ça date de l'année passée, là, mais pour l'instant,
ça reste le plan de l'investissement en défense reste actif et ça continue d'avancer. Le lien que vous avez là va vous donner plus d'informations. Puis le lien, prenez-le pas en note, là, on vous envoie les slides après la formation. Mais le lien qui est là va vous donner de l'information un petit peu plus à jour de mars 2001. Bon, c'est un peu petit, là, mais de mars 2021, c'est-à-dire, mais il y a de l'information qui peut être pertinente. Un point que j'ai oublié de mentionner, je vais juste voir si c'est un bon timing pour le. Oui, c'est un bon timing pour le faire. Avant de parler de le processus, je vais vous présenter une petite plateforme qu'on utilise où en fait, on a créé un groupe Facebook privé pour le marché de la défense. Fait que la façon de partager les enregistrements que vous avez là, la façon de partager les slides ou même de partager de l'information sur des marchés qui s'en viennent ou quoi que ce soit, des présentations qui ont eu lieu ou quoi que ce soit, ben, on utilise beaucoup ce groupe privé-là. Fait que je vais vous envoyer dans le chat, je vais vous envoyer le groupe. Tout ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un compte Facebook, vous avez juste à demander l'accès au groupe à la page. Voilà, je vous l'ai envoyé dans le chat. Fait que si vous voyez dans le chat, vous devriez pouvoir aller voir la page Facebook. Vous ne devriez pas avoir accès à la page Facebook parce qu'il faut être membre. C'est un groupe privé. Fait que ce qu'on va vous demander, c'est juste de demander de joindre le groupe, puis nous, on va vous approuver un après l'autre. Puis à partir de là, les présentations vont être là-dessus. Fait que si vous allez voir, par exemple, des vidéos qu'on a mis, les présentations de la première cohorte étaient là-dessus aussi. Fait que si vous voulez voir des slides des premières cohortes, vous pouvez même aller les voir. Sinon, vous allez avoir dans les prochains mois, prochains 6 semaines, là, chaque fois qu'il y a des nouvelles sur le marché de la défense, je vais les envoyer là-dessus pour que vous commenciez à être au fait un peu plus là, de comment ça fonctionne, les liens. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser là-dessus. Fait que c'est notre façon de communiquer entre les formations. Fait que vous allez là-dessus, puis vous demandez l'accès comme pour rejoindre le groupe, puis nous, on va vous approuver. Donc, processus d'achat dans la défense. Le processus d'achat est un peu plus complexe, comme vous pouvez imaginer, qu'un processus d'achat d'une entreprise privée. La raison est simple, c'est qu'il y a plusieurs entités qui s'impliquent dans les marchés de la défense. Pour les achats pour un marché du gouvernement. Il y a 3 grandes entités qui s'impliquent quand il y a un appel d'offres de la défense. La première entité, c'est le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense définit le quoi. Désolé, là, où est-ce que j'écris? Mon écran est petit. Fait que le ministère de la Défense détermine le quoi. J'ai besoin d'un nouveau camion pour transporter tel type de produit avec tel type de qualification comme chauffeur ou comme opérateur pour faire tel type de mission, etc., etc. Fait qu'eux, ils déterminent le quoi. Le service des approvisionnements, c'est imaginer que c'est carrément des acheteurs, le SPAC, ou avant on appelait ça le PWGSC, Travaux publics Canada. Pas des acheteurs, mais des acheteurs. Fait que les acheteurs, c'est carrément les gens qui vont gérer le budget dans le projet. Fait qu'avant le projet, ils vont aller en appel d'offres. C'est la seule personne avec qui on peut parler. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est au niveau des acheteurs. Par contre, il y a d'autres groupes à qui qu'on peut utiliser. On peut parler aux 2 autres groupes que vous voyez là, à l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais officiellement, le canal de communication, c'est toujours les acheteurs, le représentant de services publics puis approvisionnement. Donc, c'est avec lui qu'on parle. On peut lui poser des questions. Puis, comme vous pouvez imaginer, ben, il est plutôt politically correct et ne répond pas aux questions directes. Donc, c'est plutôt générique le genre de réponse qu'il va donner, mais ça peut
nous donner une indication sur quand est-ce que l'appel d'offres va avoir lieu, est-ce qu'on peut avoir une prolongation pour l'appel d'offres, etc., etc. Ça, c'est si vous travaillez directement. Mais même si vous ne travaillez pas directement pour la défense ou vous ne voulez pas vendre directement à la défense, c'est super important de savoir c'est quoi leur rôle parce que c'est par leur site web à eux qu'on va travailler pour aller chercher l'information qu'on a besoin pour attaquer le restant du marché. Donc, et le troisième bras qui est super important, c'est les retombées industrielles et technologiques, c'est-à-dire dans les 3-4 régions du Canada, les 4 régions du Canada en fait, où est-ce que l'argent se dépense, le contenu canadien ou les retombées industrielles et technologiques, où est-ce qu'ils ont besoin, est-ce que le projet, premièrement, est-ce que le projet va être attribué ou assigné aux retombées ou soumis aux retombées industrielles et technologiques. Puis si c'est le cas, ben, quelle est la proportion, etc., etc. Je vous donne un exemple, je vais en parler tout à l'heure, mais les retombées industrielles et technologiques, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous connaissez peut-être l'approche Buy American Act où c'est du contenu américain que le client veut. Les Américains, quand c'est des projets publics, veulent absolument avoir du contenu américain dans le produit. Par exemple, on travaille avec Volvo, avec Prevost, ben, pour pouvoir vendre à la ville de New York, pour pouvoir vendre au Connecticut ou à la ville de Houston, il faut qu'il y ait du contenu américain. Donc, c'est pour ça que Prevost a ouvert une usine à Plattsburgh. Au Canada, on fonctionne un peu avec du contenu canadien, mais beaucoup plus avec des retombées industrielles et technologiques. Pourquoi? Parce que ça apporte plus de flexibilité. L'entreprise n'a pas besoin d'ouvrir une usine au Canada. L'entreprise peut garder son usine aux États-Unis et simplement miser sur des investissements au Canada. Et de là, l'intérêt de connaître comment ça fonctionne, parce que si vous êtes dans une des 14 technologies que le Canada veut miser de l'avant, ou les 14 secteurs de prédilection du Canada, on va les présenter tantôt, ben, à ce moment-là, c'est une des façons d'approcher les donneurs d'ordre, c'est une des façons d'approcher les grandes entreprises, c'est qu'en disant, hey, moi, je suis au Canada, je suis dans une des 4 régions du Canada, j'ai telle technologie ou je travaille dans tel domaine et ça pourrait vous intéresser probablement. Donc, le processus d'achat, il se sépare en 4 grands donneurs d'ordre, si on veut. 3 grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire la défense, l'industrie Canada, qui est pour les retombées industrielles et technologiques, puis les SPAC, qui sont les acheteurs. Fait simplement une autre façon de le présenter. Donc, la défense, il y a 2 éléments au niveau de la défense, vous avez les acronymes à droite. Il peut y avoir aussi la garde côtière parce que la garde côtière prend exactement la même approche que la défense, le ministère de la Défense nationale. Donc, la plupart des projets dans les chantiers maritimes du Québec, dans les grands chantiers maritimes du Québec, la plupart des projets potentiels qui s'en viennent sont en lien avec la garde côtière canadienne. Par exemple, le projet des grands brise-glaces nordiques, qui est un méga projet pour lequel la Davie veut soumissionner. Ben, ça, c'est un projet qui va être pour la garde côtière, finalement. Et puis, il y a un autre projet qui s'en vient avec la garde côtière pour 6 navires de moyenne taille, à peu près 150 pieds de long. Et puis ça, il y a 3-4 chantiers au Québec qui sont bien positionnés, puis plusieurs chantiers en dehors du Québec qui sont bien positionnés. Fait que si vous êtes capable de fournir des composantes sur des bateaux, même pas des composantes critiques ou des composantes marines, ça peut être n'importe quelle composante. Il y a des quartiers, il y a des couchettes dans un bateau, il y a une cafétéria, il y a plein d'équipements comme ça qu'on doit fournir aussi. Donc, il y a plein d'opportunités, même pour des entreprises qui ne sont pas dans le naval. Donc, la garde côtière, le ministère de la Défense nationale détermine le quoi. Les retombées industrielles technologiques, c'est Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Et puis, SPAC, qui est Service public et approvisionnement Canada, c'est vraiment au niveau des coûts, puis de la doléance ou du contractuel, dans le fond. Le processus d'achat, ben, je n'ai pas besoin de lire ça, vous êtes capable de lire, mais grosso modo, c'est de fournir aux Forces armées canadiennes puis à la garde côtière les équipements qu'ils ont besoin, puis idéalement en respectant les échéanciers et le contrat.
Et vous allez voir que plus le projet est gros, plus c'est risqué, plus il y a des risques de défoncer les coûts. Là, on le voit si vous êtes au courant un peu. Là, les deux chantiers, Seaspan et Irving, peinent à livrer présentement ce qu'ils ont dans leur carnet de commandes. Fait que ça augmente les coûts pour le Canada, puis ça augmente les coûts malheureusement pour nous comme contribuables, mais il y a des belles opportunités aussi là-dedans. Ils travaillent en comité, donc l'idéal, c'est de vraiment présenter une offre pour un donneur d'ordre qui présente une offre au gouvernement, c'est de présenter une offre qui répond à toutes, qui coche toutes les cases. C'est votre objectif, c'est votre mission d'aider les donneurs d'ordre à cocher toutes les cases. Je vais passer rapidement, pas besoin d'aller là-dessus, mais il y a plusieurs projets. Si vous suivez le lien au bas de la page quand vous aurez la présentation, vous pouvez aller voir quels sont chaque projet qui est plus de 5 millions est public. Donc, c'est 100% public. Vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe dans ces projets-là. Puis les projets de plus de 20 millions passent à travers en théorie, les retombées industrielles et technologiques. Donc, chaque projet de plus de 20 millions, c'est pas long, 20 millions pour la défense, là, chaque projet de plus de 20 millions, c'est un projet qui va être soumis à des retombées industrielles et technologiques, donc il va devoir avoir un impact financier positif dans toutes les régions du Canada. Par exemple, on a travaillé sur des projets que le produit se vendait 500 000, fait que 1 million, c'est 40 véhicules ou 40 produits, puis on vient de défoncer le budget. Dans le cas qui nous concernait, on avait 1600 camions à livrer, fait que vous pouvez imaginer le budget que c'était. On va un petit peu plus dans le détail. Je n'irai pas dans ces détails-là dans le but de la présentation actuelle, mais c'est pour vous permettre de mieux comprendre. Il y a vraiment une coordination. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment une coordination entre les trois départements. Puis c'est une bonne coordination là, pour l'avoir vécu à quelques reprises. Il n'y a pas de politique rendue là dans les projets. On avance puis on essaie de faire le mieux pour le projet. Mais c'est sûr que les responsables du contrat, eux, ils sont proches de leurs sous, sont proches de leur portefeuille. Donc, on ne peut pas juste demander une extension ou demander un ajout de prix pour le fun. Il y a des cases à cocher. Puis habituellement, quand on soumissionne, le Canada fonctionne beaucoup comme ça. Pour les appels d'offres importants, plus de 5 millions, quand on soumissionne, on signe le contrat en même temps. Donc, ça veut dire que si on gagne le contrat comme donneur d'ordre, le groupe Océan, Rheinmetall, General Dynamics ou n'importe quel gros donneur d'ordre, grande entreprise, si elle ramasse le contrat, si elle gagne le contrat, de facto, elle est liée avec, si elle gagne l'appel d'offres, elle est liée par le contrat parce que le contrat a été signé en soumissionnant. Donc, contrairement aux États-Unis, la Défense nationale, l'armée américaine envoie les appels d'offres, puis celui qui gagne, après ça, il y a une ronde de négociation pour signer les termes et conditions du contrat. Au Canada, on fonctionne autrement. Ce que ça veut dire, ça, pour vous, comme fournisseur, c'est que souvent, on va entendre cascade down où les éléments du contrat vont être cascadés jusqu'à des fournisseurs de composantes. Fait que ça, c'est important de comprendre ça parce que d'où ça vient, ça, ça veut dire que si vous voulez vendre, par exemple, à je ne sais pas, vous avez des composantes, vous voulez les vendre à Simard Suspension à Baie-Saint-Paul. Simard Suspension, lui, fait un contrat avec Mac Défense pour fournir des camions Mac, puis Simard fournit une partie de la suspension, puis vous fournissez une composante sur la suspension. Bien, si le contrat demande un service de 20 ans avec un prix de pièce échelonné sur 4-5 ans, whatever, bien, attendez-vous à voir ça dans ce que l'acheteur de ciment suspension va vous demander parce qu'il va vouloir cascader jusqu'à vous des demandes ultimement SPAC ou la défense demande. Mais ça, on le voit souvent, une cascade. Donc, des fois, on fournit juste une pièce, mais on a un petit peu plus de paperasse. Par contre, vous aurez compris aussi que ça influence le prix de pièce. Le prix n'est pas simplement, c'est pas un prix comme le prix commercial qu'on voit. Il y a une certaine valeur ajoutée à fournir dans le marché de la défense. Processus d'achat, il y a des requis opérationnels, c'est le quoi. Il y a des requis système.
pour le gestionnaire de projet puis gestionnaire de programme. Fait que attendez-vous, si c'est juste une composante, vous n'aurez pas rien à fournir de spécial, mais si c'est un peu plus large que ça, vous devez fournir, par exemple, un sous-système ou des composantes majeures pour un produit. Ça se pourrait que le client vous demande un petit peu plus, votre client vous demande un petit peu plus de compte à rendre. Par exemple, on s'occupe de l'échéancier d'un des projets que le groupe Océan fait à l'île aux Coudes pour la garde, pour la Marine royale. Ben, on va demander des fois à des fournisseurs de nous fournir un échéancier un petit peu plus costaud que juste 3-4 points sur un fichier Excel, vous comprendrez, parce que le client veut aussi évaluer la justesse de l'échéancier, veut évaluer les risques, etc. Quand je parle de client, c'est le Canada comme client veut pouvoir être en mesure d'avoir un peu plus de détails puis d'évaluer un peu plus en détail ce que vous fournissez. Si vous fournissez juste une pièce, on vous demandera à peu près jamais ça. C'est pas dans les pratiques là, des entreprises de faire plus compliqué qu'il faut. Processus d'achat, ça c'est super important parce qu'à chaque fois qu'on va parler d'un projet, on va parler de la phase dans laquelle il est. Évaluation des propositions. Bon, je commence par la fin. L'attribution du contrat, c'est là que c'est annoncé officiellement que le groupe Océan a gagné le contrat il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans de ça, pour les 4 grands remorqueurs pour la Marine royale canadienne. Ben, vous pouvez appeler le groupe Océan le lendemain que l'annonce est faite publiquement, mais habituellement, les dés sont pas mal joués à ce moment-là. Fait que c'est pas la meilleure période pour appeler un donneur d'ordre qui vient de gagner une proposition. Il y a pendant la phase d'évaluation, c'est-à-dire que les donneurs d'ordre ont donné ils ont fait leur proposition, ils ont répondu à la demande de proposition du gouvernement. Puis le gouvernement, dans la phase verte, là, le gouvernement est en train d'évaluer les appels d'offres ou les propositions. Fait que ça, c'est vraiment pas le temps de parler à qui que ce soit parce qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel là pour faire du travail quand c'est un projet dans cette phase-là parce qu'on est comme entre deux eaux. Les donneurs d'ordre ne voudront pas se commettre à vous donner des contrats parce qu'ils ne savent pas si eux-mêmes ont le contrat. Puis le gouvernement ne voudra pas parler. Ça, c'est vase clos jusqu'à la fin. Parce que vous comprendrez qu'il y a 3 entités. Chaque entité donne son score les 2 entités qui sont la défense évalue les évaluations d'un point de vue technique. Retombées industrielles, Innovation et Développement économique Canada évalue le volet retombées industrielles. Puis SPAC, l'acheteur, lui, il prend ces scores-là. Il score aussi le volet financier, puis ça donne une note à la fin, puis c'est lui qui gagne. Donc, à cette étape-là, personne ne veut parler, il ne se passe rien, fait que ce n'est pas le bon temps. Une bonne période qui peut être intéressante, c'est la demande de proposition. DP, c'est demande de proposition. C'est l'appel d'offres, dans le fond, lorsque le gouvernement va en appel d'offres, c'est un élément intéressant. Puis je pense que c'est une belle place, un bon sweet spot pour pouvoir parler aux gens, aux entreprises. Mais la meilleure période pour parler aux entreprises, c'est vraiment celle-ci. Pourquoi? Parce que là, il n'y a aucun dé de pipé. C'est là où est-ce que les entreprises font leur plan de match, à savoir avec qui ils vont vouloir travailler, comment ils vont travailler. Si vous fournissez des pièces uniques, c'est sûr que c'est un petit peu tôt parler aux entreprises ici, mais si vous fournissez des systèmes ou des services un petit peu plus évolués, c'est une très bonne période. Il y a une entreprise qui fait de la simulation, je pense, dans la formation. Ben, il y a à peu près 6 mois, 1 an, on a fait affaire avec une entreprise de simulation pour évaluer des capacités d'échange thermique ou des échanges de chaleur dans un produit pour voir à peu près quel genre d'isolation il allait falloir avoir. Puis après ça, identifier la grosseur du système de chauffage ou de climatisation d'une unité. Il y a plein de simulations comme ça. On a eu une demande récemment pour évaluer sur un bateau la capacité de résistance d'un arrimage. Donc, ce genre d'élément-là peut être intéressant. Puis souvent, ça se fait à cette étape-là. Pourquoi? Parce que les entreprises veulent évaluer leurs coûts ou au moins commencer à dégrossir les coûts dans un projet. Fait que ce graphique-là, on va s'en servir dans les 4 prochaines semaines. Il est super important pour la suite des événements. Fait un peu plus en détail, qu'est-ce qui se passe dans chacune des étapes? Je n'irai pas là-dedans, mais grosso modo, quand vous voyez RFI, c'est Request for Information,
quand le gouvernement va en request for information, c'est-à-dire qu'il va au marché voir qu'est-ce qu'il pourrait bien acheter, c'est quoi les technologies existantes, etc., etc. Fait que c'est une bonne période pour commencer à parler aux donneurs d'ordre, mais je dirais que la phase de définition, là, où est-ce qu'on est en appel, c'est pas le bon ici. La phase d'analyse des options est une très bonne phase là, où est-ce que le gouvernement se doit d'analyser différentes options. Fait que si vous avez des innovations intéressantes ou des technologies différentes, c'est un bon point pour parler au gouvernement ou à des donneurs d'ordre. On a parlé du processus d'approvisionnement. On va tomber dans les retombées industrielles et technologiques dans une minute. Ça va conclure la partie un peu plus théorique là, de la formation. Mais à la formation 2, on va parler vraiment de OK, on comprend un peu plus c'est quoi le processus d'approvisionnement. Maintenant, comment on s'enregistre comme fournisseur potentiel, pas pour fournir, pour devenir fournisseur de facto, mais au moins pour être au fait de quels sont les appels d'offres qui s'en viennent, qu'est-ce qui s'en vient comme projet pertinent, puis commencer à défricher là, pour voir qu'est-ce qui est pertinent pour vous. Puis on va parler aussi à la prochaine formation de c'est quoi la promotion de vos services puis de vos technologies, puis la recherche d'opportunités. Processus d'achat, celui-là, j'ai pas besoin d'en parler beaucoup, à part un point, c'est que si ce que vous proposez, vous pouvez le proposer directement au gouvernement sans passer par des intermédiaires. Vous pouvez aller voir directement sur SEAO. En fait, vous pouvez aller voir sur SEAO le site web ou achat et vente, puis fournir directement vos services. Tant que c'est moins de 25 000, le gouvernement peut acheter direct. Il va avoir un appel d'offres, mais ça va être un peu plus direct. Moi, j'ai une petite question. Oui. J'avais déjà côtoyé des entreprises qui travaillent justement au niveau de la défense, puis il y a toutes des histoires aussi d'accréditation au niveau des secrets. Secrets niveau, il y a différents niveaux. Là. Ça va être traité aussi durant la formation? Oui. On va parler, c'est soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais oui, on va parler des barrières à l'entrée, si on veut. On va parler du programme de marchandises contrôlées, pour lequel c'est un must. Là. Si vous ne faites pas partie du programme de marchandises contrôlées, c'est bien difficile de faire des projets avec la défense ou des projets qui découlent de la défense. Puis les niveaux de sécurité aussi, en termes de code de sécurité. Mais quand on arrive dans les codes de sécurité, habituellement, c'est pour de l'information très sensible, comme de l'armement, où vous allez avoir accès à des dessins ou des plans pour des systèmes de communication. Fait que, habituellement, on n'a pas besoin de se rendre là. Pour la plupart des organisations, on n'a pas besoin d'avoir de code de sécurité. Mais le programme de marchandises contrôlées, avant, ça s'appelait ITAR. Ben, ça s'appelle toujours ITAR, mais pour les autres armées de l'OTAN, mais pour le Canada, c'est PMC, Programme des marchandises contrôlées. On va passer un bon 15-20 minutes là-dessus. Merci. Ça répond à la question? Oui. Parfait, merci. Donc, vous pouvez, comme je disais tantôt, pour des petits projets ou pour des petites offres, vous pouvez faire directement avec le gouvernement. Vous n'avez pas nécessairement besoin de tout ce que je dis là. Par contre, une bonne partie de ce que je dis va vous être utile, surtout pour comprendre c'est quoi les appels d'offres, etc. Mais il y a différents types d'achats que le gouvernement peut faire, puis ils sont détaillés dans cette slide-là. Demande de proposition, demande d'offre à commande. Offre à commande, là, c'est que c'est souvent des prix, des produits typiques, standards. Je vais résumer comme ça, là. Du papier de toilette, puis d'un fournisseur à l'autre, ça ne change pas grand-chose. Fait que les spécifications ne changent pas beaucoup. Fait que ça, c'est des offres à commande. Demande d'arrangement en matière d'approvisionnement. C'est un groupe de fournisseurs préqualifiés pour des besoins spécifiques. Fait que ça, si vous êtes une entreprise de service, ça passe souvent par ça. Puis le premier en haut, qui est les demandes de proposition de service ou les RFP,
Ça, c'est vraiment ce qu'on va regarder parce que c'est des projets qui ont beaucoup plus d'impact, qui ont beaucoup plus de potentiel. C'est des très gros projets sur lesquels c'est très important ou très pertinent de se qualifier. Je vais prendre ces 5-6 prochaines minutes pour parler des retombées industrielles et technologiques. Pourquoi? Parce que c'est super important de comprendre c'est quoi une retombée industrielle et technologique. Comme j'ai dit tantôt, l'entreprise qui gagne un contrat au Québec doit absolument aussi faire affaire avec les 3 autres régions du Canada pour se positionner. Donc, dès l'appel d'offres, dès qu'elle veut répondre à un appel d'offres, si elle veut se qualifier puis scorer le plus, elle doit absolument se positionner avec les retombées industrielles et technologiques. On va parler de proposition de valeur. Pourquoi? Bien, proposition de valeur, c'est quelle valeur vous pouvez apporter à l'entreprise, puis quelle valeur cette entreprise-là va apporter au gouvernement. Fait que plus vous avez de retombées, c'est pas nécessairement du contenu canadien, vous allez voir, mais plus vous avez de retombées canadiennes dans les 4 régions, plus vous avez de chances, comme entreprise qui soumissionne avec le gouvernement, de vous positionner puis de scorer fort à l'étape d'appel d'offres. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, à l'étape d'appel d'offres, l'objectif principal d'une organisation qui veut soumissionner, comme une organisation comme Rheinmetall ou comme Boeing qui veut soumissionner avec des projets de la défense canadienne qui sont soumis aux retombées industrielles et technologiques, le principal objectif, c'est juste de scorer fort dans la réponse aux appels d'offres. Donc, c'est à vous d'aider quand. Puis il y a 2 portes d'entrée, il y a deux éléments clés dans les retombées industrielles et technologiques. Le premier, c'est de connaître justement les projets, où est-ce qu'ils s'en viennent, qui risque de l'avoir, puis comment je pourrais me positionner là-dedans. Puis le deuxième, dans ces entreprises-là, qui sont des entreprises de forte taille, de grande taille, là, qui travaillent avec le gouvernement, ben, ils ont toujours un responsable des retombées industrielles et technologiques et c'est notre porte d'entrée principale. Contrairement au marché du commercial, c'est une super bonne porte d'entrée. Le responsable des retombées industrielles et technologiques va toujours vous écouter. Je n'ai jamais eu un refus parce que c'est à son avantage de voir si vous pouvez vraiment les aider ou pas à se positionner. Ça, on va en parler un peu plus la semaine prochaine puis dans 2 semaines. Des capacités clés, il y en a 6 au Canada, puis il y a 16 champs d'activité. Fait que je vais vous les présenter dans la prochaine slide, cette slide-ci. Si vous êtes dans les matériaux de pointe, et l'aluminium en est un pour l'allègement des véhicules, l'allègement des produits, la réduction des gaz à effet de serre, etc. Fait que de là, l'intérêt pour la SVA de participer là-dedans puis de miser sur ce marché-là. Mais le matériau de pointe fait partie de ça. L'intelligence artificielle, la cyber-résilience, les systèmes télépilotés, puis les technologies autonomes, puis les systèmes spatiaux. Puis si vous faites une combinaison de ça, c'est encore mieux. Fait que pour avoir plus de détails, l'hyperlien qui est là va vous en donner un petit peu plus. Capacité industrielle, c'est dans les ces 10 ou 12 capacités industrielles-là, système de composantes aérospatiaux, système et composantes aérospatiaux. Fait que si vous êtes de près ou de loin dans ce domaine-là, ça peut être intéressant. Les blindages, même les blindages légers, c'est-à-dire, par exemple, des plaques d'aluminium renforcées ou quoi que ce soit avec du composite pour habiller un produit, pour protéger des parties névralgiques d'un produit, par exemple. C'est des belles composantes qui peuvent se faire localement. C'est-à-dire que quand une entreprise gagne un projet avec la défense puis que l'entreprise, l'usine est en Europe, ben, ils vont chercher à avoir des fournisseurs canadiens. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a aussi des projets comme ça, je vais vous en présenter la semaine prochaine, qui vont avoir besoin de fournisseurs canadiens pour fournir des petites composantes avec du build, dans une approche build to print, c'est-à-dire vous avez des dessins puis vous devez fabriquer ce que le client vous demande pour de l'intégration ici au Canada. L'intégration des systèmes de défense, des systèmes optiques infrarouges, solutions en matière de véhicules terrestres, soutien en service, un point non négligeable parce que la plupart des produits qui sont vendus à la défense doivent avoir une vie utile d'au moins 20 ans. Fait que vous pouvez imaginer que le soutien en service est vraiment critique et c'est une super opportunité si vous n'avez pas pu vous positionner pour le projet qui a été donné il y a 4 ou 5 ans
à une entreprise, bien, de savoir qu'elle tombe en service, que les produits ont tous été livrés, puis là, ils tombent dans une phase de ce qu'on appelle soutien en service, in-service support. C'est une belle occasion de se remettre les pieds en place parce que là, souvent, ça va être des nouveaux fournisseurs dans un nouveau système, puis dans des marges encore plus intéressantes en termes de marge bénéficiaire, mais avec un moins de volume, puis moins de volume assuré, bien sûr, parce que là, c'est par exemple, on a 1600 camions de livrés dans un projet qu'on a terminé il y a 1 an et demi. Puis là, il commence à avoir des accidents avec les camions ou des bris ou quoi que ce soit. Bien, les camions reviennent dans la région de Québec se faire réparer. Bien, les fournisseurs de pièces de rechange, c'est une belle occasion pour eux autres de fournir des pièces de rechange, mais moins de volume, mais beaucoup plus de marge. Système de mission puis de système de plateforme navale, les munitions, services de construction navale, de conception et d'ingénierie, bien sûr, avec les grands projets navals qui s'en viennent. Les sonars, puis la formation, puis la simulation. Formation, simulation, le gouvernement canadien va remplacer les F-18 dans les prochaines années. Il y a 3 gros joueurs qui se positionnent. Il y a Boeing, McDonnell Douglas, si je me souviens bien, puis SAB. Et puis, il va y avoir, comme Bagotville est une base aérienne importante dans l'Est, il va y avoir des systèmes de formation et de simulation. Ça veut dire qu'il va y avoir souvent des produits qui vont être installés ou un bâtiment qui va être dédié à la formation. Fait qu'il y a des belles occasions aussi plus locales pour se positionner dans des projets comme ça. Le programme des retombées industrielles et technologiques, c'est un programme qui est assez souple quand même, parce que quand on parle de proposition de valeur, il y a différentes façons d'y arriver. Par exemple, le projet, le client gagne, le client ou une entreprise comme Volvo gagne un projet au Canada de 834 millions, c'est un projet réel. Ben, dans la proposition de valeur, il devait fournir, il devait avoir des retombées industrielles et technologiques pour l'équivalent de 834 millions au Canada. Fait que, par contre, une grosse partie du produit venait de l'Europe. Donc, comment on fait pour se qualifier? Ben, à ce moment-là, on peut travailler sur différents axes. Par exemple, travailler avec un groupe de recherche ou avec des universités ou avec des centres de recherche. Puis là, la valeur se trouve à être multipliée. Fait que si vous faites des activités de R&D dans votre organisation, c'est une belle occasion d'approcher des donneurs d'ordre. Puis on va aller un petit peu plus loin là-dedans parce que dans la proposition de valeur, ça peut être une proposition de valeur directe, c'est-à-dire que vous fournissez du contenu canadien. Ça, c'est assez direct, contenu canadien. Mais ça peut être aussi indirect, c'est-à-dire que vous faites de la recherche pour améliorer, par exemple, des panneaux anti-balles ou balistiques avec un matériau avancé, etc., etc. Fait que, puis éventuellement, ça va être mis sur le produit, mais ce n'est pas juste le coût de pièce qui embarque à ce moment-là, c'est tout votre projet de recherche qui va aussi, les coûts liés au projet de recherche qui vont compter comme proposition de valeur. Puis là, quand on fait de la recherche, c'est x5 ou x10, des fois, ben, x5 la marge, pas la marge, mais la mise. Donc, mais pour des PME, habituellement, c'est plus difficile de se positionner là-dessus, mais ça vous donne une idée qu'il y a une certaine flexibilité dans l'approche. Fait que la proposition de valeur, elle est de différents volets. Puis ce qui est important de retenir dans un cas comme ça, c'est que les contrats de 100 millions et plus doivent se qualifier pour des RIT de facto. Fait que, puis un contrat de 100 millions dans la défense, c'est courant, c'est typique. Fait que donc, n'importe quelle grosse entreprise comme j'étais la semaine passée à Halifax pour justement un marché, un show dans la défense, mais il y avait Irving Shipbuilding, le shipyard là-bas, le chantier maritime. Ben eux, oui, ils ont dans les maritimes, là, leur valeur, leur retombée industrielle et technologique, elle est là, c'est pas un problème. Par contre, au Québec, en Ontario puis dans l'Ouest, ils n'en ont pas tant que ça. Donc, ils sont à la recherche d'entreprises qui sont des PME, qui vont pouvoir fournir dans les technologies que j'ai dit tantôt, qui vont pouvoir fournir dans les secteurs d'activité. Ça peut être du support en service, ça peut être des matériaux, etc., etc. Donc,
même si Irving a déjà le contrat qui a été annoncé il y a quelques années, ils sont encore à la recherche pour ces contrats-là de se qualifier pour les retombées industrielles et technologiques. Donc, c'est tout à votre avantage de connaître ces projets-là. Puis la prochaine formation, on va savoir, c'est ce qu'on va creuser, c'est quels sont les projets, est-ce qu'ils sont soumis au RIT? S'ils sont soumis au RIT, comment moi je peux me positionner comme PME là-dedans? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des insultes pour la première formation? Il n'y a pas de problème, je suis preneur. J'arrête de présenter. Non, j'arrête pas de. Ben oui, j'arrête. Je vais arrêter de présenter mon écran et je vais arrêter l'enregistrement aussi. Donc,